Bonjour, bienvenue sur ce live que nous allons dédier à l'astéroïde D et aux astéroïdes. Nous sommes en direct du Mont Gros à l'observatoire de Nice, l'un des nombreux observatoires de l'observatoire de la Côte d'Azur. Benoît, bonjour, tu es astronome au laboratoire Lagrange de l'observatoire de la Côte d'Azur. Bonjour Robin, tu es guide et médiateur scientifique à l'observatoire de la Côte d'Azur. Et comme tu as dit, c'est l'astéroïde D, donc évidemment on va parler d'astéroïdes. Et on pourrait peut-être déjà dire ce qu'est un astéroïde. Oui, effectivement, moi j'en ai aucune idée, vas-y, je t'en prie, après toi. Alors, un astéroïde, c'est un corps rocheux, donc c'est une boule, une patate, c'est fait de roches principalement. Et les astéroïdes sont les briques de construction des planètes, d'une certaine manière. Alors dans le système solaire actuel, on les trouve principalement entre Mars et Jupiter. Donc voici un petit visuel que vous pouvez retrouver normalement dans le fil Facebook, où vous avez une représentation du système solaire avec ici les planètes. Donc vous avez Mercure, Vénus, Terre, Mars, puis une zone qu'on appelle à l'heure actuelle la ceinture principale d'astéroïdes, où on trouve, comme son indique, la plupart des astéroïdes connus. Et ensuite vous avez les planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors il y a une chose, c'est quand on regarde ces planètes, vous, moi, n'importe qui, dehors, on peut voir à l'œil nu certaines d'entre elles. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Les deux dernières, Uranus, Neptune, ne sont pas visibles à l'œil nu parce qu'elles sont trop faibles. Et c'est justement ce qui se passe avec les astéroïdes. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour les découvrir? Pour les découvrir, au début, c'était un petit peu le petit bonheur, la chance. Voilà. En fait, quand on regarde une planète dans une lunette, on s'aperçoit quand même qu'il y a une petite sphère. On est capable de différencier, en fait, aussi bien à l'œil nu dans une lunette, une planète d'une étoile. Tout à fait, l'étoile n'est pas résolue, c'est un point, et la planète présente un petit disque. Voilà. Alors qu'un astéroïde, c'est différent, c'est quelque chose. C'est très très petit, c'est pas facile à observer, et donc en général, on est confondé avec des étoiles. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui arrive lorsqu'on découvre le tout premier astéroïde. Donc là, on va remonter dans le temps. Hop, on arrive en 1801. Et là, il y a le directeur d'un observatoire en Sicile qui s'appelle Giuseppe Piazzi. Voilà. Alors, Giuseppe Piazzi, lui, il travaille sur cette soirée, on est le 1er janvier 1801, et il fait en fait un catalogage d'étoiles. Voilà. Donc, il regarde des étoiles à droite à gauche, et puis d'un seul coup, il aperçoit une étoile qui se déplace dans le ciel au cours de sa soirée d'observation. Et ça, pour une étoile, c'est plutôt anormal. Voilà. Ah, tout à fait, parce qu'on est bien d'accord que les étoiles, c'est quelque chose qu'on connaît tous, on a tous l'expérience, c'est des points dans le ciel qui sont fixes. D'ailleurs, justement, l'origine du mot planète, qui est un mot grec à la base, veut dire astre errant, donc de l'étoile qui bouge, de errer, le verbe errer, se déplacer, vagabonder. Donc les points qui bougent sont des planètes dans le ciel. Donc là, justement, l'astéroïde fait pareil. Voilà. Et donc, Piazzi va trouver ça quand même assez étrange. Il va faire plusieurs observations au cours du mois de janvier, et il va se rendre compte qu'effectivement, c'est bien un astre qui se déplace dans le ciel. Et bon, là, ça peut pas être une étoile. Il aimerait bien dire que c'est une planète, mais il a des doutes. Il pense d'abord au début que c'est une comète. Alors, sauf que justement, comètes, les comètes donc, sont connues depuis l'Antiquité, même avant, les Chinois, on a des rapports longtemps avant Jésus-Christ. Ce qui caractérise une comète, c'est l'apparition d'une chevelure, une coma, une queue à l'arrière de la comète. On voit le point lumineux et surtout on voit de la lumière qui vient derrière. En fait, c'est des poussières émises par la comète qui vont refléter la lumière du soleil et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et justement, Piazzi ne voit pas la nébulosité autour ou juste derrière ce point qui bouge qui aurait montré que c'était une comète. Voilà. Alors, comète, on n'en est pas tout à fait sûr, et puis, pour que ce soit une planète, il faut... il aimerait bien dire en fait que c'est une planète finalement, mais pour l'instant, il ne peut pas le prouver, et il va demander de l'aide à tous ses collègues en Europe, parmi lesquels un éminent mathématicien, Carl Friedrich Gauss, qui va faire des calculs, et qui va lui dire, écoute, Giuseppe, c'est très très simple, si c'est une planète, tel jour, telle heure, d'après mes calculs, si on regarde dans cet endroit du ciel, on devrait la trouver. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, parce que je reviens sur une chose qu'on a dit au début, qui est que les astéroïdes, comme les planètes, tournent autour du Soleil. Donc on a le Soleil qui est l'étoile, les planètes autour, les astéroïdes autour, qui suivent donc un chemin autour de l'étoile. Et ce que fait Gauss, c'est qu'il met au point une méthode mathématique qui permet à partir d'observations à différents endroits sur le ciel de corps, de trouver l'orbite, donc le chemin autour du Soleil, et donc
permet la prédiction de où retrouver l'objet X jours plus tard. Voilà. Et puis Gauss étant quand même un très très bon mathématicien, il se trompe très très rarement, et donc le jour même de l'observation, on redécouvre ce point, ce point errant dans la partie du ciel indiqué par Gauss. Donc ça y est, on a la confirmation. Giuseppe Piazzi a découvert une nouvelle planète. Alors, il va lui trouver un nom, hein, voilà, on cogite un petit peu, on trouve le nom, on l'appelle Cérès. Super. Donc à l'époque, on connaissait donc la planète Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Toutes visibles à l'œil nu. Voilà. On avait découvert quelques années auparavant la planète Uranus, grâce à William Herschel. Tout à fait. 1780, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on découvrait une planète, hein, puisque toutes les autres étant visibles à l'œil nu, on les connaissait depuis la nuit des temps. Voilà. Et puis, on découvre en fait cette 8e planète, finalement, qui est Cérès, et donc, dont on a fait les calculs après, et on s'aperçoit qu'elle est entre Mars et Jupiter. Tout à fait. Alors, bon, le temps de faire les observations, le temps d'attendre la fin des calculs de Gauss, etc., on se retrouve déjà en 1802, et qu'est-ce qui se passe en 1802 ? Paf, on retrouve une autre planète. Dans la même région du ciel. Dans la même région, effectivement. Et cette planète, on va lui donner un autre nom, on va lui donner le nom de Pallas. Et à partir de là, William Herschel, donc celui qui a découvert Uranus, va constater qu'il y a quelque chose qui cloche. Il dit, bon, c'est bien joli votre histoire de planète découverte, mais moi quand j'ai découvert ma planète, je regarde dans ma lunette, j'aperçois un espèce de disque, voilà, le disque planétaire. Comme pour Jupiter, comme pour Saturne, hein. Si vous avez une petite lunette à la maison, si vous avez la chance dans une association amateur d'aller mettre l'œil derrière un oculaire ou même une paire de jumelles, on arrive à voir un petit disque, on peut deviner les anneaux de Saturne, les bandes sur Jupiter. Et donc on voit vraiment que ce n'est pas un point. Voilà. Alors que, quand on regarde un petit peu les astéroïdes, ça reste un point dans une lunette. Voilà, ça embête beaucoup Herschel. Et donc Herschel, il propose quelque chose, c'est de les déclasser, en fait. Voilà, de déclasser ces deux planètes qu'on vient de découvrir et de leur créer un groupe à part. Alors maintenant, ce groupe, il cherche à le nommer. Et il s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait le nommer ? Parce que c'est pas vraiment une planète, c'est pas vraiment une comète. C'est pas vraiment une étoile non plus, voilà. Donc c'est un petit peu un groupement d'étroits, finalement. C'est un point qui se déplace comme une planète, mais qui est plus petit, donc c'est pas vraiment une planète ni une comète. Bref, ça ressemble à une étoile, ça n'est pas une étoile. Donc il décide d'appeler cette catégorie la catégorie des objets qui ressemblent à une étoile, mais qui ne sont pas, une étoile. Et pour cela, il s'appuie du grec. Donc une étoile en grec, ça se dit astère, l'astre, voilà, qui a la forme qui ressemble à oïde. Il décide d'appeler ce groupe le groupe des astéroïdes. Mais effectivement, il a eu soit une intuition géniale de deviner qu'il y avait un groupe entier derrière deux découvertes seulement, soit il voulait garder l'honneur et la primauté d'avoir été le seul être humain à découvrir une planète. Voilà, oui, ça c'est... Mais effectivement, on est en 1802 et on a découvert deux astéroïdes. Voilà. Et ensuite, le problème, c'est que William Herschel, on ne l'écoute pas. Parce qu'on pense effectivement que William Herschel avait suggéré ceci. Alors déjà, c'est pas vraiment une suggestion, c'est plus une injonction. Hein. Il va dire à ses collègues astronomes, j'ai décidé que ce serait comme ça, et ce sera comme ça. Alors forcément, en face, il se heurte à une levée de bouclier. Et puis, donc on préfère garder le terme de planète. tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe ? 2 ans plus tard, en 1804, on va en découvrir une troisième, exactement dans la même région du ciel que tu nous avais décrit. Toujours entre Mars et Jupiter, hein, c'est-à-dire qu'à chaque découverte d'astéroïdes, on voit un point sur le ciel qui se déplace, mais la découverte seule ne suffit pas, puisque par essence même, comme les objets tournent autour du Soleil, ils se déplacent dans le ciel. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on les observe régulièrement, nuit après nuit, semaine après semaine, et en regardant leur chemin sur le ciel, on arrive à en retrouver l'orbite. Et donc c'est une fois qu'on a calculé l'orbite, cette fois-ci, donc le chemin qu'ils suivent autour du Soleil, qu'on sait où ils sont, et dans le cas, donc c'était aussi bien Cérès que Pallas que Junon le troisième, ils étaient tous entre Mars et Jupiter. Voilà. Et à partir de là, on en découvre une quatrième, Vesta. Là, ce coup-ci, c'est en 1808, on la nomme effectivement Vesta. Là encore, preuve que ce sont bien des planètes, on leur a donné des noms de divinités. Voilà. Et donc, là, à cette époque-là, on a 11 planètes dans le système solaire. Et puis, plus rien. Plus de découvertes. Chou blanc, voilà.
jusqu'en 1845. Alors là, en 1845, c'est un gros boom. Entre 1845 et 1851, on va découvrir pas moins de 10 nouvelles planètes, exactement au même endroit, exactement le même genre. C'est-à-dire petite, puisqu'on ne voit pas le disque sur le ciel, donc c'est forcément un petit corps. Je veux dire, quand je dis petit, c'est-à-dire qu'il est plus petit en diamètre qu'une planète, hein, c'est pas du tout aussi gros que Jupiter, c'est pas aussi gros que Mars, c'est beaucoup plus petit, et toujours avec des orbites entre Mars et Jupiter. Et effectivement, ça va quand même poser des questions aux gens qui vont là un peu commencer à ne plus les appeler planètes, puisqu'on commençait à avoir une liste de planètes qui grossissait dans le système solaire, et surtout l'aspect petit va poser question, est-ce que vraiment ce sont des planètes ou est-ce que c'est pas autre chose? Alors j'ai commencé tout à l'heure ce live d'astéroïdés en disant que les astéroïdes sont les briques de construction des planètes, et c'est effectivement ça, l'idée va petit à petit émerger que ces astéroïdes, dont la taille va aller de la petite poussière, hein, quelque part, au plus gros, Cérès, le premier découvert, qui fait 950 km de diamètre. Alors il faut s'imaginer une boule de 950 km. Hein, 150 km, on met la France dedans. On met la France dedans, voilà. C'est pas sur la surface, hein, en diamètre. Donc on a à peu près toutes les tailles, mais quand même c'est petit. Et donc les gens vont petit à petit se faire à l'idée que les astéroïdes sont les briques qui auraient pu s'agglomérer, hein, s'accréter, pour former une planète, mais ne vont jamais l'avoir fait. Pour prouver en fait à quel point un astéroïde c'est petit, Cérès, le plus gros astéroïde, par rapport à la Lune, c'est à peu près 3 fois plus petit. Voilà. Donc voilà, on a quand même une petite boule de roche qui est beaucoup plus petite que le satellite qui tourne autour de nous. Bon, voilà, c'est effectivement, bon, en plus au début on a découvert 1, 2 à son corps, mais là on en a 10, 11 qui se ressemblent beaucoup. Bon, ça commence à faire quand même un peu trop, et là effectivement on se dit, bon bah Herschel a probablement raison. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, on va faire des tonnes de modifications sur les astéroïdes. Déjà, on va créer ce groupe. Alors, on va le nommer soit astéroïde, comme le souhaitait Herschel. On va, dans d'autres pays ou dans d'autres observatoires, continuer à les appeler planètes ou petites planètes, mais en gardant conscience que ce ne sont pas vraiment les planètes classiques, entre guillemets, voilà, celles que l'on observe dans le système solaire très facilement à l'œil nu ou avec un télescope. Voilà. Ce qui était d'ailleurs le cas ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Oui, voilà. Puisque l'Observatoire de la Côte d'Azur, en fait, est une production de la deuxième moitié du 19e siècle. Hein. C'est un observatoire à la base privé, fondé par un mécène qui va s'installer à Nice, sur la Côte d'Azur. Et rapidement, au début des observations, quand même, l'Observatoire va se spécialiser dans déjà la découverte, puis le suivi, comme je le disais tout à l'heure. On est obligé de réobserver ces objets. Et l'Observatoire va avoir une certaine activité dans ce domaine-là. Voilà, tout à fait. Alors, avant de revenir aux activités de l'Observatoire, peut-être donc faire un petit point sur la nomenclature qui existe à l'époque. Rapidement, avant, on trouvait un petit corps, donc un astéroïde, on lui donnait un nom de planète, on le considérait comme planète, et c'était une coutume à l'époque, on lui attribuait un symbole. Maintenant, on change, à partir de 1845, on ne met plus trop de symboles, enfin on va en faire encore un ou deux, et puis après ce sera tout. Ça va assez vite s'arrêter. Oui. Mais on va utiliser un autre système, on va utiliser un système de numérotation des chiffres qu'on va, enfin des noms même, qu'on va entourer d'un cercle. Voilà. Alors, petit détail amusant, c'est qu'effectivement au début les gens entouraient les chiffres, donc c'était 1 Cérès avec le 1 entouré, puis 2, puis 3, puis 4, puis quand on arrive à 10 IGA, ça va encore, mais le jour où on arrivait à l'astéroïde 100, ça commençait à faire un gros cercle. Et donc la nomenclature, donc la manière dont les astronomes, même à l'heure actuelle, en 2020, continuent d'écrire les astéroïdes, on met le numéro entre parenthèses pour rappeler qu'avant on mettait un cercle. On utilise des petites parenthèses autour du chiffre, ce qui est un petit héritage historique. Historiquement, justement, donc à l'observatoire, très très vite, on s'est plongé justement dans l'étude de ces petites planètes. Par exemple, le premier directeur de l'observatoire, Henri Perrotin, c'est quelqu'un qui avait fait sa thèse sur la trajectoire de Vesta, justement. Sur l'orbite de Vesta. Qui était un petit peu perturbée par rapport à ce qu'on s'attendait d'un point de vue théorique. Les observations donnaient quelque chose de différent. Donc il fallait étudier ce phénomène et comprendre ce qu'il y avait derrière. Donc Henri Perrotin a travaillé là-dessus. En plus de ça, il a découvert une petite poignée d'astéroïdes pendant qu'il était à l'observatoire de Toulouse. Et puis, il arrive à l'observatoire de Nice, et pendant ses fonctions de directeur, en fait, en 1885, il va en observer un, il va en découvrir un, voilà, Clémentina.
Mais ce ne sera pas le seul de l'observatoire à découvrir des astéroïdes. Hein. Il y en a plein On a d'autres. quand même un champion. Voilà, on a un champion. Alors, avant de venir au champion, on peut citer Chomas aussi, qui en avait découvert. Patry aussi, qui dans les années 20-30, on a découvert aussi un sacré paquet. Mais effectivement, le champion des champions, c'est Auguste Charlois. Auguste Charlois, voilà. D'ailleurs, puisqu'on est aujourd'hui Astéroïde Day sur le site historique de l'Observatoire de Nice, l'Observatoire de la Côte d'Azur, sur une colline, le Mont Gros, vraiment adjacente à Nice. Et il se trouve que, donc, comme je le disais tout à l'heure, le mécène avait fait construire toute une série de coupoles abritant des instruments d'observation. Et effectivement, Auguste Charlois utilisait principalement deux de ces instruments pour chasser les astéroïdes, et essayer de les découvrir. Et à l'heure actuelle, quand on fait la visite, on peut voir ces différents bâtiments. Et un d'entre eux, une des coupoles, s'appelle Charlois, justement en l'honneur de ce chasseur d'astéroïdes. En hommage effectivement à Auguste Charlois, qui a quand même un palmarès assez remarquable pour quelqu'un de l'époque, hein, parce qu'à l'époque, on n'avait que des lunettes qui, elles étaient quand même... Nous, on a ici, par exemple, à l'observatoire, une lunette d'une taille impressionnante. Hein. Elle fait 18 mètres de long, elle a une lentille qui fait 78 cm de diamètre. Imaginez, c'est beaucoup plus grand que les plus grands saladiers qu'on présente dans les grands hôtels de luxe. C'est pour vous donner une petite idée des instruments incroyables de l'époque. Et pourtant, c'était toujours pas suffisant pour dénicher ces fameux astéroïdes. Alors, je vais rebondir sur une chose que tu as dit. Tu as dit que c'était un champion pour l'époque. Alors, il se trouve que Charlois a découvert 99 astéroïdes à une époque où on en connaissait 500, ce qui est quand même, c'est-à-dire qu'il a fait 20% à peu près des découvertes mondiales à l'époque. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que même à l'époque actuelle, on est en 2020, on connaît 960 000 astéroïdes, 960 000, donc on a vraiment une explosion du nombre des découvertes, qui est venu principalement des avancées technologiques, c'est l'invention du capteur CCD, donc des caméras électroniques, qui a vraiment été un boom dans les années 1980, suivi dans les années 90, et puis à la fin des années 90, 2000, la mise en place de relevés systématiques du ciel dédiés à la découverte d'astéroïdes. On a vraiment une augmentation phénoménale. Et malgré les 960 000 astéroïdes connus, Charlois reste le 107e au palmarès, puisque, comme je viens de le dire, la plupart des découvertes ont été réalisées par des relevés. Alors, il y a toute une équipe derrière le relevé, mais donc un individu qui tout seul va trouver des objets, eh bien Charlois reste en fait plus de 100 ans après son travail, une des personnes les plus un découvreur très prolifique encore. Voilà, exactement, très prolifique. Qui se classe dans les 150 meilleurs découvreurs d'astéroïdes, malgré le matériel. Alors, il est impressionnant, mais reste néanmoins rudimentaire de l'époque. Par rapport au matériel moderne actuel. À l'époque, ça faisait partie du nec plus ultra mondial. Mais tout à fait. Il n'y aura qu'une seule personne d'ailleurs qui sera capable de battre Charlois, c'est un Allemand, Max Wolf, et les deux en fait avaient développé exactement la même technique pour dénicher des astéroïdes. Il y a encore quelqu'un qui va battre Charlois, mais de très très peu, et ça va être vraiment anecdotique en fait. Charlois, un jour, il veut observer le ciel avec sa lunette. Il a un instrument qui lui permet en fait de compenser le mouvement de rotation de la Terre. Comme ça, il peut garder son œil contre l'oculaire de la lunette, et le ciel qu'il aperçoit est un ciel fixe. Tout à fait, c'est ce qu'on fait sur toute lunette. Vous avez peut-être déjà utilisé des jumelles. Si on essaie de pointer quelque chose au loin, il suffit de bouger un peu ses mains pour perdre complètement de vue ce qu'on a. Voilà. Or, tout télescope, toute lunette est posée sur la Terre, qui tourne sur elle-même en 24 heures. Donc, le ciel défile devant les instruments, et il faut toujours un système qui va compenser, effectivement, soit pour regarder à l'œil, soit pour mettre une plaque photographique, puisque les astronomes faisaient des clichés du ciel. Il fallait effectivement un système de compensation de rotation de la Terre. Et manque de chance, ce soir-là, on est en août 1898, Charlois, il a un souci avec son système de compensation de la rotation de la Terre, et donc il ne peut pas observer le ciel comme il le souhaite, et il rate un astéroïde. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, et donc c'est quelqu'un d'autre, voilà, juste un. Et c'est quelqu'un d'autre qui trouve l'astéroïde à sa place. Bon, donc il s'appelle Gustav Witt, c'est un Allemand, et qu'est-ce qu'il remarque, cet Allemand, sur cet astéroïde? Il fait des calculs après avoir découvert cet astéroïde, et il remarque que cet astéroïde n'est pas seulement entre Mars et Jupiter. Par moment, il croise l'orbite de Mars. Et ça, c'est une grande nouvelle, puisque c'était le 433e astéroïde découvert. Donc, on part de Cérès, 1801, on a un astéroïde, puis 2, puis 3. Les 432 premiers astéroïdes étaient tous
entre Mars et Jupiter. 433e, Voilà. Eros, que donc Charlot a raté Voilà, de très peu. et un astéroïde du nouveau type. Donc comme on a dit tout à l'heure, au début de cet Astéroïde Day, ce live, la plupart des astéroïdes, et même à l'heure actuelle les 960 000 connus, sont principalement entre Mars et Jupiter, mais le 433e est le premier d'une nouvelle catégorie qui est appelé maintenant objet géocroiseur. Hein, c'est des objets qui sont proches à la Terre. Et c'est justement Eros le premier comme ça, puisqu'on trouve que son orbite croise celle des autres planètes. Et donc ça va être une première. Voilà. Et ce qui amène tout de suite à une grosse question qui est, mais si ces objets croisent notre chemin, est-ce que parfois... Eh bien oui, c'est la question que je me posais justement, c'est si cet astéroïde n'est pas dans la ceinture et qui vient s'approcher un coup d'une planète, allez, mettons la nôtre, est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, pour que ça tombe sur notre planète? Alors risque potentiel ou risque avéré? Risque avéré. Alors, risque avéré, par exemple, on le voit sur la Lune. Hein. Si vous avez déjà pointé des jumelles sur la Lune, c'est ce qu'a fait Galilée dès sa première utilisation de la lunette en pointant la Lune, il a vu des cratères. Et sur Terre, comme tu allais nous le dire? Nous aussi, on a quelques cratères. Alors, on en a beaucoup moins que la Lune, puisque fort heureusement, nous, on a l'atmosphère. Voilà, une atmosphère qui permet quand même de désintégrer. Les astéroïdes se désintègrent à l'intérieur. Mais bon, on a quand même de toutes les tailles, tu nous l'as dit. Tout à fait. Parfois, il y en a des très gros qui laissent quand même de très très grosses traces. Voilà. Alors, ça, c'est Manicouagan. Donc, c'est une zone située au Québec. Et comme on peut le voir, un joli petit cercle qui laisse sous-entendre quand même qu'il y a un beau cratère. Alors, ce qui manque ici, et qui est assez flagrant, en fait, c'est l'échelle. Le diamètre du cratère fait 100 km. Donc, nous, ici, on est à Nice, 100 km, ça nous emmène où? À Fréjus, peut-être, ou quelque chose comme ça. Si vous êtes en région parisienne, vous voyez bien ce que vous pouvez faire avec 100 km. C'est absolument énorme. Donc il y a une chose sur Terre, effectivement, pour tous les petits objets qui vont tomber, ils vont avoir tendance à se désagréger dans l'atmosphère et donc ne pas arriver jusqu'au sol. Donc on va être protégé du flux de petits impacteurs. Et ce qui arrive aussi, c'est quand un impacteur est suffisamment grand pour arriver au sol et laisser un cratère, on a quand même de l'érosion, hein, que ce soit par les glaciers, par la pluie, la vie, qui va avoir tendance à gommer les traces d'impact anciens. Voilà. Mais celui-ci, il est assez impressionnant, celui de Manicouagan. Oui. On le voit sur une map monde. Si vous avez une grande map monde comme celle qu'on voit dans les écoles, on peut le voir directement. C'est absolument spectaculaire. Alors maintenant, la question c'est est-ce que ça va encore nous arriver? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on ne court pas un risque imminent justement là au moment où on parle, qu'il y ait un astéroïde qui arrive et qui se dit tiens, la Terre là, oh là là mes cocos, vous êtes bons, allez j'arrive. Hop. Faut demander aux dinosaures. Non, alors donc voilà, pourquoi je dis ça, hein, des explications de l'extinction des dinosaures et donc même d'extinction de masse des espèces et potentiellement un impact d'astéroïdes. Alors ici on a Manicouagan qui fait 100 km de diamètre. On connaît un autre cratère absolument énorme qui s'appelle Chicxulub, qui est caché en fait entre la péninsule du Yucatan au Mexique et le sous-sol marin adjacent, et qui fait 300 km de diamètre. Alors il se trouve qu'il est tombé il y a 65 millions d'années, ce qui correspond bien à la mort des dinosaures. Donc, il y a encore des fois un peu débat dans la communauté, mais potentiellement, effectivement, les astéroïdes posent un vrai danger, puisque dans le passé, comme tu l'as montré avec l'image de Manicouagan, on a eu cette trace. Alors, ce qui est très drôle, enfin, sauf si tu voulais dire autre chose. Oui, non, c'était juste pour signaler que là encore, c'est parce qu'il tape la surface. Voilà, il percute la surface de la planète, mais j'avais entendu dire, moi, que parfois, il se désintégrait dans l'atmosphère, mais en provoquant des détonations qui laissaient quand même de sacrées séquelles. Ah, tout à fait. D'ailleurs, puisque la raison de pourquoi astéroïde, les raisons qu'on vous donne, pourquoi aujourd'hui 30 juin, c'est parce que le 30 juin commémore la chute sur Terre d'un astéroïde ou une comète. Hein, il y a un certain débat dans la communauté au-dessus de la Sibérie. Ça s'est passé à Tunguska. C'était le 30 juin 1908. Et le 30 juin 1908, il y a un énorme bang dans l'atmosphère, désagrégation du corps impactant en altitude, et qui a complètement aplani
des kilomètres carrés, hein, c'est 2000 kilomètres carrés de forêt qui ont été soufflés comme ça, tous les arbres soufflés par terre et accessoirement en train de pointer dans la même direction. Alors 2000 kilomètres carrés, ça parle peu, moi personnellement ça ne me parle pas beaucoup, mais c'est à peu près un cercle de 25 kilomètres de rayon. Vous imaginez un cercle de 50 kilomètres de diamètre où tous les arbres ont été soufflés. C'est une explosion absolument phénoménale. 50 km, c'est Paris et tous les environs, hein, toute Tout la à fait. banlieue parisienne. Vous Donc, c'est imaginez l'Île-de-France. voilà, tous les arbres, tous les bâtiments même hein, qui sont en Île-de-France, vous les imaginez couchés. Voilà, c'était un petit peu la force de cet impact. Et donc là, tout le monde est en train de courir s'abriter dans un bunker. Voilà, non, rassurez-vous, on n'est pas en train de dire qu'on va tous avoir un grand problème bientôt. Alors justement, parce que si on est là aujourd'hui, je ne veux pas dire juste nous, hein, mais nous tous en tant qu'humains, c'est que ça n'arrive pas souvent. Si des astéroïdes tueurs de dinosaures, donc suffisamment gros pour faire un gros impact et donc avoir un énorme impact sur la vie, c'est-à-dire causer suffisamment de dégâts pour vraiment tuer des espèces, par hiver nucléaire postérieur, hein, quand vous avez un énorme impact, vous rejetez une quantité de poussière dans l'atmosphère qui va obscurcir l'atmosphère, laissez moins le soleil passer, vous allez avoir un petit effet hiver nucléaire. Et donc si ça arrivait tout le temps, on ne serait sûrement pas là pour en parler. Oui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vu que ça n'a pas arrivé tout le temps dans le passé, ça n'arrivera a priori pas tout le temps dans le futur. Mais par contre, on peut se poser la question effectivement de la fréquence. Voilà, moi c'est ce que j'allais te demander, c'est-à-dire que c'est impressionnant, mais finalement, c'est extrêmement rare qu'on croise des astéroïdes. Donc finalement, on craint rien, sauf une fois, tous les 60 millions d'années. Voilà, à peu près, voilà, donc c'est bon, on a encore... Alors c'est effectivement une question qui s'est posée à la fin du XXe siècle, hein, enfin peut-être même avant, mais on va dire la question est devenue d'actualité fin des années 1990, parce que en 1994, il y a eu l'impact sur Jupiter de la comète Shoemaker-Levy. On a vu en direct une comète tomber sur Jupiter. Donc ça avait été même prédit quelques temps avant. La plupart des observatoires astronomiques mondiaux ont suivi l'événement. On a appris énormément de choses sur les comètes, sur Jupiter. C'était absolument génial. Mais les gens ont aussi pris conscience que peut-être que le risque pouvait arriver. Si ça tombe sur Jupiter, ça peut aussi tomber sur nous. Et donc il y a eu des différents programmes qui se sont mis en route de surveillance des impacts sur Terre et aussi de surveillance du ciel. Donc on va essayer un peu de vous parler des deux. Là, la carte qu'on vous montre ici et qui est aussi à nouveau sur le fil représente le monde. Hein, c'est une map monde comme on connaît tous. Et vous voyez différents points de couleur. Alors c'est la statistique des impacts, enfin pardon, je ne devrais pas dire impact, plutôt des chutes répertoriées sur Terre dans les 20 dernières années. Vous voyez, là donc j'ai pris ça d'un relevé américain. Hein. Donc déjà d'une part, c'est beaucoup plus nombreux, il y a beaucoup plus de chutes, beaucoup plus de rencontres entre la Terre et un astéroïde sur ces 20 dernières années qu'on pourrait penser finalement. Oui, effectivement, il y en a eu plein. Et en termes de couleur, vous voyez qu'il y a des points qui vont du bleu au rouge, et ça correspond en fait à la force de la chute. D'accord. Donc quand c'est bleu, en fait, c'est vraiment des petites chutes. Quand on arrive dans le jaune, vert, par ici, ça correspond à la même énergie qu'une bombe, bombe atomique, hein, comme celles qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. Et dans le rouge, on est 10 fois plus puissant. Alors ce qui peut paraître surprenant, hein, puisque quand je regarde cette carte, je me rends compte que des points jaunes, il y en a quand même plus d'une dizaine, ce qui correspondrait en fait à des énergies de chute d'astéroïdes qui correspondent quasiment à l'énergie d'une bombe nucléaire. Et surtout, on en a un énorme ici rouge, et pourtant, moi je suis né à peu près dans ces années-là, j'ai pas la sensation qu'on ait perdu des villes en Indonésie. Et c'est justement parce que, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, la plupart du temps, quand les impacteurs ne sont pas suffisamment gros, ils se désagrègent dans l'atmosphère. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas au sol et ils ne détruisent pas complètement des régions entières. Non, la plupart de l'énergie est en fait libérée par la désagrégation de l'objet en atmosphère. Alors, dans le cas de Tunguska, il était vraiment arrivé très bas et encore gros, donc la déflagration a eu un impact fort sur la forêt environnante. Dans la plupart des cas là qu'on vient de vous montrer, en fait, il n'y a même pas eu les gens ne sont pas rendus compte. Sauf pour le gros point rouge, au milieu de la Sibérie. Vous pouvez le retrouver sur le film, mais sinon je vous le remontre. Il y a effectivement ici un énorme point rouge, et c'est la ville de Tcheliabinsk. Est-ce que tu veux nous parler un peu de celui-ci d'impact ? Tcheliabinsk, oui, alors là c'est assez impressionnant. Donc à Tcheliabinsk, c'est un matin d'hiver, 15 février, voilà, tout le monde va travailler. Le soleil est encore assez bas dans l'horizon, hein, il fait assez sombre. Puis alors là, d'un seul coup, une énorme boule lumineuse qui traverse le ciel.
elle est tellement lumineuse que finalement, on se demande même si le soleil s'est pas levé et s'est pas couché d'un seul coup là, en disant mince, j'ai raté, voilà, non, je me suis levé trop tôt, je vais me recoucher. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est effectivement un objet qui est entré dans l'atmosphère, qui s'est enflammé, qui a donc fait cette émission de lumière très très intense. Extrêmement intense. Extrêmement intense, on y voyait mais vraiment comme en plein jour, quoi. Voilà. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Il y a encore la possibilité de retrouver des vidéos amateurs. Vous tapez météorite 2013 Russie. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui montrent ça, puisqu'il y a plein de caméras de sécurité, des caméras dans les voitures de police qui ont enregistré. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, comme il y a eu le flash lumineux, en fait, beaucoup de gens ont eu le réflexe de sortir alors leur caméra, leur téléphone, je ne sais pas ce qu'ils avaient, pour commencer à filmer. Et là, ils voient d'ailleurs que ça laisse une énorme traînée de fumée, de poussière, voilà, de fumée. Et là, d'un seul coup, il se passe un truc. Au moment où ils sont en train de filmer, on entend une énorme détonation. C'est le bang de la déflagration. Et en fait, cette déflagration est tellement puissante que sur toute la région de Chelyabinsk, elle va briser des vitres en 1000 morceaux. Et c'est là qu'il va y avoir 1300 blessés. Alors les 1300 blessés, c'est pas la météorite en elle-même, puisqu'elle s'est entièrement désintégrée, mais c'est l'onde de choc qui a fait voler toutes les vitres en éclats, et tous les malheureux qui passaient par là, en fait, se sont mangés des éclats de verre un peu partout. C'est ça, les gens ont été curieux, ils sont allés voir à la fenêtre et ils ont pris les éclats. Alors je vais juste rebondir sur une petite chose, puisque tu viens de dire météorite, et effectivement c'est une chose qu'on entend souvent, les gens parfois ont une petite confusion entre astéroïde, météorite. Alors il se trouve qu'on appelle astéroïdes les corps quand ils sont en orbite autour du Soleil dans l'espace. On va appeler météorite une fois que le corps est tombé sur Terre. Ou d'ailleurs, s'il est tombé sur la Lune ou tombé sur Mars, ça va aussi s'appeler une météorite. Donc un météorite est un astéroïde qui est tombé sur une planète et où on retrouve des morceaux. C'est un peu de... Si vous entendez météorite, astéroïde, comme ça, vous saurez. Et alors, justement, comme on a dit avant de parler donc, de tout ça, il y a des efforts qui sont mis, pour surveiller donc les chutes, c'est la carte qu'on vous a montrée, où on regarde ce qui se passe dans l'atmosphère, mais il y a aussi un effort de prédiction. Donc, prédiction, pourquoi ? C'est-à-dire que si on observe le ciel et qu'on arrive à détecter les objets, on sera capable, toujours via le calcul d'orbite, de savoir si oui ou non, il y a un risque de chute. Et donc, il y a eu des efforts, donc quand je dis effort, c'est-à-dire il va falloir construire un télescope qui va être dédié à cet effort-là, avec une caméra, qui va observer le ciel de manière régulière et qui va donc revenir sur les mêmes portions du ciel pour voir si les objets bougent. Ensuite, il va falloir donc prendre ces images, il va falloir les analyser pour voir si effectivement on n'a que des étoiles, des galaxies dans les images ou des petits points qui se promènent. Et une fois qu'on a identifié ces points, il va falloir calculer leur orbite. Donc tout ça, c'est juste de la phase de découverte. Le but est de savoir est-ce qu'il y a des objets. Alors, à nouveau, dans ce qui nous intéresse ici en termes de protection de la Terre, puisque c'était le point de départ de cet engouement au tournant des années 2000 de découvrir autant d'objets, on va se focaliser donc sur les objets géocroiseurs, et à l'heure actuelle, on en connaît 23 000. Donc, je vous ai dit, c'est 960 000 astéroïdes, parmi lesquels il y en a 23 000 dont l'orbite croise celle des planètes telluriques, donc la Vénus, la Terre, Mars. Donc c'est potentiellement ceux-là qui peuvent nous tomber dessus. Et donc le premier volet de cette surveillance du ciel est juste de compter les objets. Combien il y en a et quelle taille ils font. On peut bien se douter que plus ils sont petits, moins ils vont être dangereux, et puis plus ils sont gros, plus ils risquent d'être dangereux. Puisque simplement, ils sont plus gros, ils vont taper plus fort. Ils vont faire plus de dégâts. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie va être le calcul d'orbite, donc la prédiction de est-ce que demain, dans une semaine, dans 10 ans, dans 1000 ans, l'objet en question va tomber sur Terre ou pas. Alors ça peut paraître un peu comme ça. C'est de la science-fiction, en fait, pas du tout. On a vraiment un protocole de travail qui a été mis en place entre l'Union astronomique internationale et l'ONU, où il y a un système de décision en fonction des découvertes du côté astronome, d'avertir la société civile. Voilà, donc c'est-à-dire que si jamais un jour on découvre un astéroïde extrêmement dangereux, on est sûr qu'il va nous rentrer dedans, il y a déjà en fait un programme où les astronomes peuvent alerter en fait les autorités mondiales. Tout à fait, il y a un protocole d'alerte. Alors, on aime bien faire des schémas quand on est scientifique. Donc ici, on vous présente un petit schéma qui s'appelle qui représente ce qu'on appelle l'échelle de Turin. Torino. L'échelle de Turin. Donc c'est exactement, ça essaie de synthétiser l'idée de risque lié à un impact.
Donc sur cet axe-là, on va voir la probabilité de chute sur Terre. C'est-à-dire que quand on découvre un objet, au début on a quelques jours d'observation. Donc il va dans cette direction-là, mais si ça se trouve, il va plutôt à gauche, ou plutôt à droite, ou plutôt en haut. Donc on a une incertitude sur où est-ce qu'il va. Il faut imaginer qu'on n'a pas une ligne dans l'espace, mais on a plutôt une sorte de gros donut, on ne sait pas trop à l'intérieur de ce donut dans quelle partie va être l'astéroïde. Et donc suivant cette précision, on va être sûr ou pas de la chute de l'astéroïde. Donc plus vous vous déplacez à droite sur le schéma, plus vous êtes sûr de la chute. Vous voyez ici on a 99% de probabilité, ici 1%, ici 0,01%, et là c'est une chance sur 1 million, etc. Donc, plus vous allez par là, moins le risque est avéré. Et sur l'autre échelle, on a la taille de l'astéroïde. Parce qu'évidemment, si vous avez une petite poussière qui tombe sur Terre, ça fait une étoile filante, tout le monde est content. Plus l'objet devient gros, plus le risque lié à l'impact va devenir important. Et donc, on a toute une série de zones définies où si l'objet n'a aucune chance d'impacter la Terre et en plus est petit, évidemment, c'est pas de souci. Zéro danger. Zéro danger, c'est le zéro, tout va bien. Et puis, plus l'objet va avoir des chances, enfin, chance c'est un mot malencontreux, mais la probabilité va augmenter d'avoir un impact avec la Terre, plus les chiffres vont monter. Et a fortiori, plus il va être gros, plus le chiffre va augmenter. Puisque si on est certain qu'il tombe sur Terre, mais qu'il est tout petit, pas grand danger. Par contre, s'il est gros, on va avoir un problème. Et donc, suivant les différentes couleurs, on passe d'un stade où il n'y a absolument aucun danger, on ne s'intéresse même pas vraiment à l'objet, à un stade où on va commencer à surveiller l'objet juste pour vérifier que l'orbite est bien connue, et en général, les objets retombent dans la catégorie précédente, etc., etc. Et quand vous arrivez dans la colonne rouge, c'est là où on a vraiment une certitude d'impact, et en fonction de la taille, vous allez avoir une destruction très localisée, régionale, voire même globale. Donc là, c'est là où les dinosaures meurent. Voilà. Et donc dans ce palmarès-ci, la bonne nouvelle, c'est que le chiffre le plus haut atteint a été le 4. Voilà. Une fois. C'était l'astéroïde Apophis. Et il est arrivé à 4 au moment de sa découverte, puisque c'était surtout lié à l'incertitude de son orbite. On pensait vraiment qu'il y avait une certaine probabilité qu'il impacte la Terre. Et au fur et à mesure qu'on l'a réobservé, toujours le suivi d'astéroïdes, c'est pas juste une découverte, après on doit travailler régulièrement sur ces objets, eh bien on a amélioré la connaissance de son orbite, et on sait que la probabilité est beaucoup plus basse, donc il est redescendu. Voilà. Mais toujours est-il qu'il va nous offrir un joli spectacle dans quelques années, puisque Apophis, le 13 avril 2029, va passer très proche de la Terre, il va passer en gros à 30 000 km, ce qui fait qu'on va le voir à l'œil nu. Ouais. Ce sera un astéroïde qu'on verra à l'œil nu, donc 300 mètres de diamètre, et on le verra à peu près 10 fois plus brillant que les étoiles les plus faibles qu'on peut voir à l'œil nu. Voilà, donc en plus, là, on vous prévient avec suffisamment de temps, vous gardez, vous save the date, comme on dit, hein, voilà, vous réservez votre vendredi 13 avril. C'est vrai que c'est un vendredi. En plus, c'est un vendredi, c'est incroyable. Alors j'espère qu'il fera beau. Voilà, oui. Voilà. Comme ça, après, personne ne doit vous embêter, vous regardez le beau spectacle, un astéroïde qui va passer très très près de nous, au point qu'on sera capable de le voir à l'œil nu. Alors, on sera capable de le voir si on est en Europe. Oui, voilà. Évidemment, on est du bon côté de la Terre, donc en Europe, donc en France, là on est en France métropolitaine en train de faire ce live Asteroid Day, on a la chance d'être juste où il faut pour le voir dans 9 ans. Voilà, parfait. Bon, moi je vais rester là et puis je vais attendre les 9 ans là, comme ça. Non, mais donc, je voulais dire quand même ces choses-là pour l'aspect astéroïde. Donc on a un peu parlé du risque des astéroïdes. Donc il y a un risque en fait cumulé sur l'humanité. C'est-à-dire que personnellement, je travaille sur les astéroïdes, j'ai absolument pas de problème de sommeil. Je ne me réveille pas la nuit en pensant qu'un astéroïde va tomber sur le coin de mon nez. C'est-à-dire on n'a pas un danger avéré personnel. Il faut bien voir, hein, la Terre est énorme, on est tout petit. Il y a peu de chances quand même qu'il nous tombe juste sur le coin du nez. Voilà. Le vrai risque, il est plutôt sur beaucoup d'années, sur beaucoup de populations. Donc on a une catastrophe naturelle, hein, c'est exactement comme un séisme, comme le volcanisme. Il peut entraîner des morts, c'est vrai, c'est pas tous les jours, heureusement. Mais en tant qu'humanité, on a tout intérêt à travailler à prédire ce risque, puisque pour le coup, on sait le prédire. Voilà. On a quelque part les équations depuis 150 ans pour le faire, donc ne pas s'en priver, tant mieux. Et on peut prédire ce risque naturel. Tout à fait. Voilà. Et donc finalement, on peut donc sortir de chez soi tranquillement, sans craindre que un caillou vienne nous percuter. Sauf voilà, pour ce pauvre gars en 1888, donc il était donc dans l'Empire ottoman, plus précisément dans l'actuelle Turquie. Lui, il n'a vraiment pas passé une bonne journée, quoi. Il s'est dit, il fait beau, je vais sortir, je vais me promener, et là, il y a un astéroïde qui lui tombe dessus, ça le tue net, il a vraiment, mais alors vraiment pas de bol.
C'est le seul cas avéré de personnes tuées par une chute d'astéroïdes dans l'histoire écrite. D'ailleurs, si on reprend là ton diagramme, c'est-à-dire que pardon. Celui-ci, tu voulais dire? Non, voilà. C'est-à-dire qu'on est... Ça, c'est les 20 dernières années. Hein, Tout à fait, c'est les 20 dernières, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on est sans cesse bombardé par des cailloux de l'espace. Voilà. Ça, c'est sur 20 ans. C'est-à-dire que sur, allez, on va dire 200 ans, il y en a eu encore plus. Il y en a eu 10 fois plus. Voilà. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui s'est fait toucher par ces astéroïdes. Et attention, c'est-à-dire que là, quand même, donc l'échelle pour représenter cette carte s'arrête à un certain niveau. En fait, il faut voir qu'il y a à peu près 30 000 tonnes de météorites qui sont déposées tous les ans sur Terre. Donc, alors 30 000 tonnes, c'est un chiffre qui est difficile à appréhender. Si on regarde les statistiques de chute, donc sur la France métropolitaine, c'est un espace plus réduit de la Terre, en gros, il y a une météorite qui tombe par terre, donc un astéroïde qui arrive au sol. Donc on peut trouver une nouvelle météorite sur le sol français métropolitain tous les 2 ans. Bon. Donc en 100 ans, il y en a une 50aine qui arrive par terre. Voilà. Ou parfois sur des voitures ou des télévisions, mais c'est très 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 rare. C'est arrivé. Voilà, c'est pour ça. Tu as parlé quand même, il y a un terme sur lequel tu insistes beaucoup, j'ai remarqué, c'est le terme de suivi d'astéroïdes. Tout à fait. C'est-à-dire que on ne se contente pas simplement de découvrir l'astéroïde, d'ailleurs c'est ce qu'avait fait depuis le début. Charlois, il ne s'est pas simplement contenté de dire « Ah bah, j'ai trouvé un astéroïde, super les gars, je suis le champion ». Non, il s'est dit « Bon, j'ai trouvé un astéroïde, maintenant je vais l'étudier sur les nids qui suivent, histoire de le caractériser, comme tu disais, voilà. Et puis, il n'a pas travaillé que sur ses propres astéroïdes. Non. Voilà, il n'a pas attendu qu'il y ait un astéroïde qui passe, comme ça, il fait « Ah, celui-là, je vais m'en occuper ». Non. Ah, il est connu, voilà. Justement, c'est parce que un astéroïde qui a déjà été découvert même par quelqu'un d'autre, voilà, il va travailler dessus parce que justement il veut accroître ses connaissances là-dessus, il veut faire des découvertes qui nous permettraient justement de dire mais qu'est-ce que c'est que ces astéroïdes, à quoi est-ce qu'ils peuvent nous être utiles scientifiquement. Tout à fait. Et finalement, là comme on a vu que les risques, ils étaient avérés mais globalement plutôt faibles et à titre individuel c'est pas vraiment gênant, est-ce que finalement ces astéroïdes qu'on a vu comme étant potentiellement dangereux pourrait pas non plus aussi se présenter comme étant très utile finalement. D'ailleurs, c'est exactement la vue actuelle, puisque alors c'est presque ironique, c'est que dans les années 1970, quand les gens faisaient des clichés du ciel, ils s'intéressaient surtout aux objets lointains, au-delà de notre propre galaxie, au-delà de la Voie lactée, et donc ils faisaient des pauses photographiques très longues sur le ciel. Et pas de chance, si un astéroïde passait devant, ça laissait une traînée sur le cliché. Ils appelaient donc les astéroïdes les vermines du ciel, parce que ça diminuait la qualité de leur cliché photographique. Super flatteur, ça. Pas super flatteur. On est l'enfant pauvre de l'astronomie. Non, je rigole. Mais toujours est-il que les astéroïdes étaient nommés les vermines du ciel. Et par contre, il y a eu un vrai renouveau, je dirais, dans les dernières 20 ans, peut-être 25 ans, où effectivement, pour l'étude de la formation, de l'évolution de notre système solaire en particulier, les astéroïdes ont pris un rôle très très important. C'est-à-dire qu'on a compris l'intérêt d'étudier statistiquement cette population, donc pas seulement les compter et trouver leurs orbites, mais également comprendre leur composition, leurs différentes formes, parce que toutes ces propriétés d'astéroïdes, où ils se trouvent, où se trouve telle composition, où est-ce que de manière dominante une composition va se trouver, est intimement liée à l'histoire de la formation des planètes dans notre système solaire. Et donc c'est vraiment une chose qui est en vogue au niveau mondial. À l'Observatoire de la Côte d'Azur, alors c'est marrant comme l'histoire se boucle, mais on travaille, il y a une équipe de sciences planétaires ici qui s'intéresse énormément à ces choses-là, donc soit du côté observationnel, avec des gens qui vont observer au télescope au sol, on a une station d'observation, il y a des gens qui participent dans l'équipe ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur à l'étude des astéroïdes aussi par des missions spatiales. Et puis on a aussi le pendant théorique avec des gens qui étudient notre système solaire, sa formation, et qui s'appuient sur ces observations. Donc finalement, l'Observatoire de la Côte d'Azur et les astéroïdes, c'est une longue histoire. Voilà, c'est une longue histoire qui continue encore de s'écrire finalement. Voilà. Tout à fait.
Et donc le fait qu'un astéroïde puisse nous permettre de remonter le temps et d'essayer d'en découvrir un petit peu plus sur justement l'histoire du système solaire, ça explique aussi pourquoi il y a un tel engouement et qu'il y a des missions encore aujourd'hui qui nous permettent justement d'aller vers ces astéroïdes et de les étudier sous toutes les coutures, histoire de savoir s'ils ne nous cachent pas quelques petits secrets. Alors d'ailleurs, pour boucler justement sur le sujet aussi d'avant, il y a une chose très amusante, il y a une mission spatiale de l'agence spatiale américaine, qui est la NASA, qui s'appelle DART, qui va aller impacter un petit satellite d'astéroïde. Vous imaginez l'astéroïde qui a une petite lune autour de lui. L'astéroïde s'appelle Didymos. Et il y a une petite lune qui tourne autour de lui. Et la sonde DART de la NASA va aller taper contre ce satellite pour voir s'ils sont capables de le dévier. Donc en gros, c'est une mission de défense planétaire. Ils veulent faire le test grandeur réelle de savoir si un jour, en surveillant le ciel, on identifie un objet, on fait le calcul, on sait qu'il va tomber, est-ce qu'on est capable de sauver le monde? Voilà. Un peu le côté Bruce Willis américain. Puis on n'est pas sûr que Bruce Willis soit encore en mesure de sauver la Terre. Terre Tout à fait. Voilà, il vieillit. Et donc la mission spatiale DART va faire ça, un impact en octobre 2022. Mais il y a une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, ESA, qui s'appelle Hera, qui va arriver autour du même astéroïde en 2026 et qui va étudier justement la petite lune pour bien comprendre tous les mécanismes d'impact qui va être réalisé de manière artificielle par la sonde DART. Et donc, on parle de ça aussi ici. Donc, Astéroïde Day, on parle des astéroïdes. Le 30 juin, c'est le jour des astéroïdes, hommage à Tunguska. Et on est à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et pourquoi je parle du coup de cette mission spatiale Hera? C'est parce que le responsable scientifique est un membre de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ouais. Donc on a effectivement cette boucle bouclée avec, depuis le début de l'Observatoire, des observations, du suivi et à l'heure actuelle, des participations à des projets internationaux. Ouais. Et d'ailleurs, on forme aussi la nouvelle génération. Oui, tout à fait. Voilà. Alors la nouvelle génération, on la forme même très très tôt ici. Voilà. Je vais vous présenter une jolie petite image. Voilà. Alors cette petite image, c'est une vue panoramique du plateau de Calerne. Donc c'est à Cossol, c'est situé au nord-est de Nice, pas trop loin de Grasse. Et c'est sur ce plateau que l'Observatoire de la Côte d'Azur dispose d'un deuxième site d'observation avec des télescopes beaucoup plus récents. Et on observe également les astéroïdes. Alors là, bon, forcément, on aura un petit peu de mal à le voir avec le rendu du live, mais avec les fichiers qu'on va vous mettre dans les commentaires. En fait, tout à droite, vous voyez deux petites coupoles blanches. C'est C2PU, et ce sont les instruments qui sont utilisés pour observer justement ces astéroïdes. Alors pas que, mais on s'en sert pour observer les astéroïdes. Et ils sont très utilisés par les étudiants, mais également les lycéens et les collégiens. C'est-à-dire que les collèges et lycées de la région sont en mesure d'aider les astronomes de l'observatoire dans leur recherche sur les astéroïdes. C'est du donnant-donnant. Voilà. C'est-à-dire c'est du gagnant-gagnant plutôt même, voilà. Je dirais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ils viennent, ils observent, et derrière, les astronomes ont à leur disposition les données qu'ils ont réussi à collecter, et ça leur permet aussi d'avancer un petit peu pour percer les mystères en fait un petit peu des astéroïdes. Alors, quand on sait, tu l'as dit, l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est un observatoire donc, qui est très impliqué dans la recherche mondiale sur les astéroïdes, pouvoir aider cet observatoire alors qu'on a 15-16 ans, mais c'est la super classe. Mais c'est aussi surtout c'est la chance pour donc, ces jeunes de collège-lycée d'avoir accès à de l'instrumentation professionnelle, à réaliser une démarche scientifique, parce que la démarche scientifique c'est quand même une méthode qui évite en fait de tomber dans des faux pas de raisonnement cyclique, de croyances. Vraiment on s'appuie sur des faits, puis on prédit, on fait des hypothèses, et puis on va essayer d'affirmer ou de confirmer ces hypothèses. Et donc c'est tout un processus quand même de travail. Et effectivement, en allant dans les classes, en faisant travailler les étudiants, donc les élèves, on leur enseigne le métier de scientifique, de chercheur. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un aspect gagnant-gagnant, puisqu'ils ont la chance d'utiliser cette instrumentation, d'avoir des conférences en classe, de travailler avec des méthodes un peu différentes de ce qui se passe d'habitude dans un cours de physique ou de mathématiques. Ouais. Effectivement, en contrepartie, sur certaines nuits, c'est eux qui observent la lumière que nous renvoie un astéroïde. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un projet qui existe depuis. Alors, on a fait les essais en 2012. Le projet a été lancé en 2013. Il existe encore. On va faire l'exercice 2020-2021. Ce projet s'appelle EduCosmos. Nous, à l'Observatoire, c'est Olga Suarez, donc astrophysicienne, qui chapeaute ce projet.
Et donc, chaque année, voilà, des élèves de collège, de lycée peuvent faire la demande auprès de l'observatoire pour pouvoir justement observer ces astéroïdes et voilà, mettre à disposition des astronomes comme toi, Benoît, tous les résultats de leurs observations. Tout à fait, et d'autres. Et comme tu l'as dit aussi, donc on a cet aspect où ces télescopes sont utilisés pour des observations par des astronomes professionnels, ceux de l'observatoire, les étudiants lycéens, collégiens, et on a aussi donc un master d'astronomie à l'université de Nice et l'université Côte d'Azur. Et dans le cadre de ce master, on emmène les étudiants pendant 2 semaines apprendre le métier d'astronome sur ces télescopes. Alors il y a juste une petite chose, c'est vrai que sur la photo ils ont l'air petits, mais ça reste quand même des télescopes de 1 mètre, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on peut construire dans le fond de son jardin. C'est une vue un peu plus rapprochée là comme ça, mais c'est une instrumentation professionnelle. Oui, voilà. C'est-à-dire que le miroir qui est à l'intérieur de ces télescopes font, allez, au minimum la taille d'une grosse assiette. Voilà. Quand on parle de C2PU, on a 1 mètre de diamètre. Donc c'est encore plus... c'est une très 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 grosse assiette. J'ai des assiettes plus petites à la maison. Oui, voilà, tout à fait, moi aussi. Pardon, donc en fait on s'arrête puisqu'on a un staff qui nous aide, puisqu'on est en direct, et on vient de voir qu'il nous reste 10 minutes. Donc merci beaucoup pour l'information, on était rivés au bout du stylo qui écrivait 10 minutes. Donc non, juste pour peut-être, comme il nous reste 10 minutes, on peut peut-être essayer un peu de fermer le paquet cadeau. Oui. Donc de redire, c'est vraiment Asteroid Day, le 30 juin, tous les ans, depuis maintenant 6 ou 7 ans. Asteroid Day, donc il commémore quelque part la chute de l'astéroïde à Tunguska en Sibérie, 1908, et pour un peu parler des risques. Alors comme on l'a vu, les risques ne sont pas non plus énormes. À nouveau, c'est plutôt un risque cumulé sur le temps. C'est un risque qui nous concerne en tant qu'humanité, voilà. Mais à part donc notre pauvre personnage turc en 1888 qui est mort, voilà, pas de bol. Le risque individuel est quand même très limité. Voilà. Mais donc c'est une journée de sensibilisation sur les astéroïdes, sur les risques potentiels. Et puis finalement, si on doit conclure là-dessus, c'est vrai qu'on a des risques potentiels, mais l'astéroïde c'est plus un trésor qu'un danger finalement. Voilà. C'est un trésor scientifique, ça c'est sûr. Le danger à nouveau est avéré, d'où les efforts quand même de la communauté astronomique pour surveiller le ciel. C'est vraiment le mot surveillance qui est utilisé dans la communauté. D'ailleurs, pareil, on parle de danger, et donc ce qui s'oppose quelque part à danger, c'est la sécurité. Il faut voir que l'Agence spatiale européenne, ESA, a un programme qui s'appelle Space Safety, donc c'est la sûreté spatiale, et au sein de ce programme, il y a la surveillance, la prédiction des potentiels impacts liés aux astéroïdes. Donc c'est quelque chose qui est dont la communauté astronomique est consciente. À nouveau, on n'est pas en train de paniquer, on n'est pas en train de dire qu'on va tous mourir demain, c'est surtout pas ce qu'on est en train de dire, mais on voit que sur des échelles de temps extrêmement longues, on parle de centaines d'années, de milliers d'années, voire même de millions, ce sont des événements qui arrivent. On a des traces sur Terre, sur la Lune, sur les autres planètes, d'impact. Donc on sait que ça arrive, mais on a la capacité, en regardant le ciel, de prédire ces impacts. Et donc, comme je le disais il y a quelques minutes, le tandem entre la mission spatiale américaine DART et la mission européenne ERA est justement de faire un test grandeur nature. De est-ce qu'on est capable de dévier la trajectoire d'un astéroïde, puisque la solution, disons qu'il y a le vent en poupe à l'heure actuelle en cas de protection de la Terre, et non pas d'envoyer une grosse ogive nucléaire comme on a pu voir dans certains films blockbusters des années 90. C'est plutôt ce qu'on appelle un impact cinétique. Vous pouvez vous imaginer si vous êtes sur une bicyclette et quelqu'un vous pousse sur le côté, en général, c'est ça, on sort du cadre et on tombe. Mais dans le cadre de l'astéroïde, donc si l'astéroïde est sur une certaine trajectoire, il suffit de pousser à un bon moment le long de la trajectoire pour dévier et éviter le risque d'impact avec la Terre. Donc on va avoir dans 2 ans, en 2022, le test grandeur nature de notre capacité de dévier un astéroïde. Donc, finalement, en conclusion, il y a des risques. Ça, on peut pas le nier. Mais on peut dormir sur nos 2 oreilles parce que finalement, ces risques ils sont déjà surveillés, détectés, évalués, et puis on est en train de mettre au point donc, tous nos systèmes de défense si jamais ça venait à se produire. Voilà. Donc, finalement, on n'a pas de grosses craintes vis-à-vis de ce... Mais on a, comme tu l'as dit toi-même, le revers de la médaille qui est le côté trésor. Et effectivement, il y a une activité de recherche fondamentale,
de compréhension des mécanismes de formation des planètes, d'évolution des orbites au cours du temps, qui est très riche, qui est partagé par plein d'observatoires dans le monde, encore une fois depuis une vingtaine d'années, peut-être 30, autour des astéroïdes, puisque avec le temps, donc passant du stade de vermine voilà, c'est ça. dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a vraiment pris conscience en fait, de la richesse en termes d'informations que l'ensemble de ces objets nous apportent sur le système solaire. Alors à nouveau, hein, on a la chance quelque part aussi d'avoir des chutes. À nouveau, il ne faut pas avoir une chute d'objets sur Terre comme une fatalité, puisqu'à partir du moment où un astéroïde va tomber sur Terre, on va en avoir un petit morceau qu'on va pouvoir analyser en laboratoire. Et donc, dans ce cycle scientifique de compréhension, on va pouvoir analyser dans le détail les différentes conditions de formation de ces astéroïdes, puisque une fois que vous avez le morceau de caillou, donc la météorite, en laboratoire, on va pouvoir mesurer quelle est la température maximale que cette météorite a subie, est-ce qu'elle a été en présence d'eau ou pas, est-ce qu'elle a été dans des conditions d'oxydation, de réduction, donc on peut apprendre énormément de choses sur ses temps de formation, ses temps de refroidissement, les composants de la météorite, donc de l'astéroïde qui la compose, et donc en ramassant ces morceaux de roches sur Terre, on en apprend sur le ciel. Il y a d'ailleurs des réseaux de surveillance du ciel qui existent avec des petites caméras. C'est des petites caméras fisheye qui regardent le ciel entier, qui fonctionnent toute la nuit, en général en réseau, puisque quand vous avez un objet qui tombe dans le ciel, vous ne savez pas vraiment où il est, mais si vous avez 2 caméras, vous allez pouvoir reconstruire la trajectoire. Il y en a en France, il y en a en République tchèque, il y en a en Australie. On commence à retrouver maintenant les premières météorites détectées dans le ciel, et pour lesquelles donc, non seulement on a la météorite sur le sol qu'on peut analyser en laboratoire, mais comme on a suivi sa trajectoire dans le ciel, on sait même d'où elle vient dans le système solaire. Donc ça c'est extrêmement fort, tu peux encore plus remonter le temps, savoir un petit peu comment il est arrivé jusqu'ici. D'où il vient donc, quel type de composition se trouve à quel endroit dans la ceinture principale, hein, puisque la ceinture principale condense à peu près toutes les compositions d'astéroïdes qu'on a. Et donc en étudiant justement leur distribution orbitale, qui est vraiment dictée par l'histoire des planètes, puisqu'on pense que le système solaire ne s'est pas du tout formé de manière linéaire, tout douce, il y a eu beaucoup de remue-ménage. C'est d'ailleurs l'objet du modèle de Nice. Donc on va dire c'est le scénario qui explique les premières étapes du système solaire. Ça a été créé ici à Nice, d'où le nom. Et c'est le modèle qui fait référence sur l'histoire des planètes. Et donc on se rend compte que les planètes n'ont pas du tout été toujours sur la même orbite. Donc Jupiter s'est rapproché du Soleil, il s'est éloigné. Les distances n'étaient pas les mêmes qu'à l'heure actuelle. Et donc la distribution des orbites des astéroïdes n'est pas du tout anodine, elle porte l'empreinte des différentes étapes exactement de ces planètes, de même avec leur distribution en composition. Et donc ça fait partie des sujets d'étude, des relevés du ciel, de l'analyse des météorites, de comprendre ces distributions de composition, d'orbites, pour mieux offrir des clés aux théoriciens qui travaillent sur cette histoire dynamique, pour savoir dans quel sens, de quelle manière, à quelle vitesse alors on appelle ça des migrations planétaires, donc ces mouvements de planètes se sont produits. D'accord. Je crois qu'on arrive vers la fin de ce live. Tout à fait. Voilà, donc l'occasion de vous remercier de nous avoir suivis. Tout à fait. Si vous voulez voir Robin, je rappelle qu'il est guide et que l'Observatoire de Nice, Observatoire de la Côte d'Azur, propose des visites. Voilà. Vous avez vu il y a quelques secondes, ça doit toujours être dans le fil, un visuel du plateau de Calerne, qui est au-dessus de Cossol, l'arrière-pays grassois, qui se visite aussi. Donc le site historique où nous nous trouvons maintenant vraiment contigu à Nice se visite aussi. Il y a des visites guidées. Robin fait partie des guides. Tout à fait. Benoît, ça a été un plaisir. De même. On remet ça l'année prochaine. L'année prochaine, allez, promis. On va aussi remercier toute l'équipe du service communication de l'Observatoire de la Côte d'Azur, sans qui ce live n'aurait pas été possible. Un grand merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous envoyer vos questions par Internet, par mail. Je sais qu'à... Sur le fil Facebook. Aussi sur le fil Facebook, voilà. Ce sera beaucoup plus pratique. En tout cas, je vous remercie et à l'année prochaine. Et bonne fin d'Astéroïde Day.